Mercredi 9 mars 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française sur Viva. Le bilan du BNGRC suite au passage du cyclone Gambé à la une des actualités. D'après le bilan provisoire officiel du BNGRC, un décès a été enregistré dans la commune rurale Ansaabe, district d'Ansoui, suite au passage du cyclone Gambé. Par ailleurs, une personne est portée disparue, emportée par les eaux dans la commune rurale d'Antoumana, district d'Antala. 935 personnes se retrouvent sinistrées, soit 248 ménages dans les trois régions, Analanzrouf, Sava et Sofia. Ce bilan rapporte également que 36 cases ont été détruites, 178 cases sont inondées et 30 cases sont endommagées suite au passage de Gambé. Et toujours concernant l'évolution de ce cyclone, Gambé est sorti en mer près du littoral d'Analalav dans la nuit d'hier. Les alertes sont donc levées, mais les vigilances fortes pluies restent en vigueur dans le nord-ouest du pays. D'après les informations émanant du service de la météorologie, ce jour un reportage de Fangesena Mireille. Gambé est sorti du territoire malagasy hier vers 22 h près du littoral d'Analalav. Gambé était positionné à 128 km à l'ouest-nord-ouest de Mahajanga à 15 h locales. Elle s'est à nouveau intensifiée en forte tempête tropicale. Le vent moyen est estimé à 93 km à l'heure avec des rafales plafonnant à 130 km par heure. Elle se déplace vers l'ouest à raison de 13 km par heure. Durant son évolution au large des côtes nord-ouest, les épisodes de forte pluie y resteront à craindre. Suivant ce cap, elle se dirige vers la Mozambique. Les vigilances fortes pluies restent en vigueur dans le nord-ouest du pays. Les usagers maritimes entre Atsranan et Mentran sont donc priés de ne pas s'aventurer en mer, car les conditions météorologiques sont maussades. Ce cyclone poursuit son trajet vers le canal de Mozambique. L'évolution à moyen et long terme de Gambé restera donc à surveiller de près, selon Météo Madagascar. Et sur un tout autre sujet, l'eau déversée par l'entreprise QMM à Tolanar et la source d'approvisionnement en eau de la population locale vont être soumises à une analyse, a déclaré le ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène ce jour. La communauté locale craint que leur source d'eau ait été polluée par l'eau déversée par cet opérateur minier. 3 villages autour de la zone d'exploitation ne peuvent également plus s'approvisionner en eau au niveau de cette source à l'issue d'une concertation entre l'État malagasy et l'entreprise QMM. Il a été décidé que la population locale va être approvisionnée en eau via les citernes. Un reportage d'Antoniana Martina et Nzara Ranjiansu. La population de Tolanar s'est plainte de la qualité de l'eau. Par la suite, la société civile a donc mené une enquête, confirmant par la suite que l'eau dans cette localité a effectivement été contaminée. Le 17 février passé, l'on a constaté que la source était en fait reliée au déversoir d'eau de l'entreprise minière QMM, suite aux fortes précipitations qui ont mis sous pression le système de gestion d'eau de QMM, amenant à une saturation des bassins de rétention, d'après les explications apportées ce jour. L'État malagasy a adopté une solution d'urgence afin de rétablir l'approvisionnement en eau potable des villages autour des zones d'exploitation, à savoir Andjakarak, Impasse et Bessarouille. Les camions-citernes se chargeront donc de les approvisionner. Le ministère de l'eau et l'Ondea ont envoyé ce jour les techniciens de l'INSTN ou de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires sur le lieu afin de confirmer ou non la présence d'éléments radioactifs. Les résultats de cette deuxième enquête seront connus d'ici 2 mois. 288 enfants au niveau du premier arrondissement disposent enfin d'un acte de naissance après avoir passé une audience de certification de naissance. La peur de l'administration et les divers conflits sociaux sont les principales raisons pour lesquelles les parents n'ont pas pu finir les procédures pour l'obtention d'actes de naissance pour leurs enfants. Bénéficier d'un acte de naissance fait partie des droits fondamentaux des enfants. Ce document est également nécessaire pour les inscriptions scolaires et surtout pour les inscriptions aux examens officiels. Ça, Sylvain, sur les images d'Anzara Zonarville. Aujourd'hui, 9 mars 2022, Fanmei Zansu, 13 ans, habitant à Manartsu Isuch, dispose enfin d'un acte de naissance.
Un acte qui lui sera immédiatement utile, car en effet, Fan Meizhansu va passer l'examen officiel du CEPE pour cette année scolaire. Sa mère a accouché à domicile. Suite à des problèmes familiaux, de reconnaissance de l'enfant par le père et encore de divorce, cette dernière n'a jamais pu déclarer son fils au niveau de la commune. 288 enfants sont dans la même situation que Fan Meizhansu dans le premier arrondissement. Ces derniers ont passé l'audience de certification de naissance et sont désormais munis d'actes de naissance. Les parents ont été soumis à une enquête nécessitant même des témoins. La peur des procédures administratives, les problèmes financiers, l'accouchement à domicile et divers problèmes familiaux sont les causes pour lesquelles les parents n'ont pas pu fournir un acte de naissance à leurs enfants. Alors que la détention d'un tel document administratif fait partie des droits fondamentaux de l'enfant, le député élu dans cette circonscription souligne que la procédure visant à obtenir un acte de naissance est totalement gratuite, mais elle doit être faite au plus tard 30 jours après l'accouchement. Madagascar a bénéficié d'un financement de 7,1 millions d'euros de la part du gouvernement allemand via le KfW pour la protection des mangroves. Les sources de revenus des habitants vivant auprès de ces zones en dépendent alors qu'aucune stratégie n'a été adoptée pour leur gestion durable. Un projet a donc été mis en œuvre par le Madagascar National Park ou MNP et le ministère de l'Environnement et du Développement durable intitulé Unkmamelunza portant sur la gestion durable des ressources naturelles dans les zones côtières avec une attention particulière pour les mangroves. Indonienne Martina et Nzara Ranjiansu. Durant ces 20 dernières années, près de 58 000 hectares de mangroves ont disparu, d'après le rapport de WWF. Des statistiques qui reflètent bien les dangers et menaces que courent ces endroits. La vie de beaucoup de ménages en dépend, étant donné que l'exploitation des mangroves constitue une activité génératrice de revenus pour ces derniers. Les mangroves jouent également un rôle majeur dans la protection des littoraux, ce qui fait d'elles des aires protégées. L'État malagasy, via le ministère de l'Environnement et du Développement durable, a donc mis en œuvre un projet dénommé Unkmamelunza visant à gérer durablement les mangroves. Le gouvernement allemand, via le KfW, finance le projet pour une durée de 4 ans. 5 aires protégées en seront les premiers bénéficiaires. 17 018 ménages et 60 500 hectares de mangroves sont concernés par ce projet. 5 partenaires collaborent avec Madagascar National Park ou MNP dans ce cadre. 850 ménages issus de Fuktan dans la commune de Tanzumbat, district Tansimjan, ont bénéficié de Tuskafamine ce jour. Le Tuskafamine, qui est une somme de 100 000 lariars offerte aux sinistrés afin que ces derniers puissent se relever suite au passage des cyclones. Ça, Sylvain, ici, Anzar Zonarville. Après le vaccin, le Tuskafamine arrive également au niveau de la commune de Tanzumbat. Ces aides qui font partie des promesses présidentielles. Le Tuskafamine est une somme s'élevant à 100 000 lariars pour aider les sinistrés à retrouver le cours de leur vie quotidienne suite au passage du cyclone à Madagascar. Pour cette mère de famille sinistrée, elle va s'en servir pour acheter du ciment pour réhabiliter sa maison endommagée par le cyclone. Une partie du Tuskafamine sera aussi utilisée pour remplacer les biens endommagés ou ceux emportés par les eaux, toujours d'après les explications des sinistrés. Ce Tuskafamine contribue donc considérablement au retour à la normale de la vie quotidienne pour ces derniers. De Fuktan, dans la commune de Tanzumbat, ont été les premiers bénéficiaires, 150 ménages du Fuktan Inkenyen et 700 ménages des Retsumvak. Un stand a été également mis en place au niveau de la commune pour aider les bénéficiaires dans la gestion du Tuskafamine. Et sur le plan sportif, Bayern de Munich et Liverpool sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions suite aux résultats des matchs retour des huitièmes d'hier. Le Bayern a battu le Red Bull Salzbourg par 7-1. Si Liverpool a battu l'Inter Milan par 1-0. Liverpool est donc qualifié car il a déjà gagné le match aller avec notamment 2-0. Dans les cadres des huitièmes finales, 2 matchs se tiennent ce jour entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.
demain qui aura lieu à Madrid et celui opposant Manchester City et Sporting. À titre de rappel, les Parisiens ont remporté le match aller par 1-0, si Manchester City a remporté le match aller contre Sporting par 5-0. Et concernant les actualités internationales de ce jour, 14e jour d'invasion de l'Ukraine par la Russie, le point sur la situation dans les principales villes bombardées où des milliers d'habitants fuient chaque jour face à l'offensive des troupes russes dans ce reportage de France 24. Sur ces images, le ministère de la Défense russe exhibe ses chars en mouvement, une démonstration de force alors que la guerre continue de faire rage. Les troupes de Vladimir Poutine ont pris le contrôle de plusieurs zones clés comme ici en rouge, Tchernobyl, Zaporojye et Kherson. Mais leur progression n'est pas aussi rapide que prévu. À chacune de leurs avancées, les Russes se heurtent à la résistance de leurs adversaires. La capitale Kiev est toujours debout, sous contrôle ukrainien. Les habitants restés sur place se préparent à l'assaut imminent. Non loin de là, aux abords de la capitale, les civils tentent de fuir Irpin, cité en ruine, rasée par les bombardements. Plus à l'est, à 500 km de Kiev, les missiles russes pilonnent inlassablement la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv. Ici, cet hôpital est rempli de civils blessés comme ce petit garçon, dans un état très grave. Nous étions tous à la maison. L'obus a touché l'appartement, a explosé à l'intérieur et a mis le feu à 2 parties du bâtiment. Mon fils est blessé. Un éclat d'obus est entré par sa mâchoire et s'est logé dans le cou, en haut de la colonne vertébrale. C'était hier. Il a 8 ans. Au sud-ouest, le port d'Odessa est une cible stratégique. Le long de la côte, l'armée russe s'est déjà emparée de Kherson et encercle toujours Mariupol. La prise d'Odessa permettrait de contrôler entièrement l'accès à la mer Noire en Ukraine et d'influer sur les échanges maritimes. Face à cette menace, les habitants ont bloqué les routes avec des sacs de sable pour ralentir l'arrivée des chars ennemis. Toujours dans ce cadre, selon les autorités ukrainiennes, la ville portuaire d'Odessa est sous la menace d'une offensive des forces russes. Pour l'heure, ces derniers sont poussés aux abords de Mykolaïv, à quelques centaines de kilomètres. Toujours un reportage de France 24. En voyant les blessés soignés à l'hôpital de Mykolaïv, on mesure ce que signifie se battre dans une ville que les Russes estiment stratégique. Ces soldats ukrainiens sont des miraculés. Un missile de croisière s'est abattu sur leur base, à la lisière de la ville. Plusieurs hommes de leur unité sont morts, d'autres sont portés disparus. Quand le missile nous a touchés, le bâtiment a commencé à s'effondrer depuis le 3e étage. Moi j'étais au 2e et je me suis retrouvé au 1er, coincé sous du béton et ma jambe a cassé. Mais ça va, je vais me remettre. Navire russe, allez vous faire foutre. 160 soldats ont été admis à l'hôpital depuis le début de l'offensive. Ces 2 derniers jours, ce sont majoritairement des civils, comme cette femme qui vit dans un village où les Russes ont réussi à prendre position. Il y avait des tanks et des hélicoptères. Et les soldats russes veulent manger. Alors ils entrent dans les maisons pour trouver de la nourriture. J'espère que des avions bombarderont ces soldats pour ce qu'ils ont fait. Conscients que les frappes vont s'intensifier, des habitants préfèrent partir. Les forces russes sont aux abords de la ville de Mykolaïv. Elles ne sont pas entrées pour l'instant. Elles essayent de pousser leur mouvement vers l'intérieur de la ville, ce qui leur permettrait de couper la route entre Odessa et Kiev. Pour l'instant, les forces ukrainiennes semblent tenir le terrain, mais les forces russes, depuis 2 jours, commencent à cibler les zones civiles dans la ville de Mykolaïv. Dans ce quartier situé près d'une base aérienne, une roquette a touché cet immeuble. Ces jeunes ne comptent pas évacuer pour autant. Tout le monde était choqué, il y avait des enfants. On a été réveillés par une première explosion qui a touché l'immeuble, et puis d'autres. Tout a tremblé et le plâtre tombé du plafond. Tout le monde paniquait. Je vais rester, même si ça dure, on ne peut rien y faire. Les habitants le savent, à Mykolaïv, l'offensive russe ne fait que commencer.
Et comme en Ukraine aujourd'hui, des couloirs humanitaires avaient été ouverts en 2016 en Syrie, où la Russie soutenait les troupes de Bachar al-Assad sous l'apparence d'un geste humanitaire, l'opération permettait de diaboliser ceux qui refusent de partir, justifiant ainsi les bombardements. Un reportage de France Télévisions. Alep, 2016. Irpin, banlieue de Kiev, il y a 2 jours. Des similitudes qui ne s'arrêtent pas à ces photos. En Syrie, il y a 6 ans, comme en Ukraine aujourd'hui, des civils pris dans la guerre et au cœur d'une stratégie délibérée. En Syrie, l'armée russe appuyait les troupes de Bachar el-Assad. En Ukraine, elle est directement à la manœuvre. Les guerres se ressemblent. Et par exemple, on a vu que M. Poutine s'était entraîné en Syrie. Il a essayé ses missiles. Il a détruit Alep. Depuis quelques jours, se dessine en Ukraine une stratégie déjà observée en Syrie, celle dite des couloirs humanitaires. La Russie a proposé d'évacuer les civils ukrainiens, mais essentiellement vers ses propres territoires ou ceux de son allié biélorusse. En Syrie, Damas avait fait cette même proposition aux villes rebelles. Tous les corridors mis en place menaient à des zones contrôlées par le régime syrien. Sous l'apparence d'un geste humanitaire, l'opération, selon ce spécialiste, permet de diaboliser ceux qui refusent de partir. Les Russes peuvent dire ceux qui restent sont considérés comme ennemis, donc il est légitime de les bombarder. On a vu ça à Alep par exemple. Tous ceux qui ont voulu résister en Syrie étaient qualifiés, on va dire, de djihadistes, donc il était légitime de les taper. En Syrie déjà, après avoir prévenu que ceux qui resteraient seraient traités en combattants, Damas et son allié russe avaient déclenché des frappes massives sur les villes. En Ukraine, ce scénario se répète-t-il? Cette école bombardée à Jytomyr, ou ce supermarché détruit à Tcherniv sont pour certains des signaux clairs. C'est une tactique russe standard qui est désormais appliquée au cœur de l'Europe. Les bombardements sans discrimination et massifs de civils visent à démoraliser la population, à lui faire sentir qu'elle a déjà perdu et qu'elle n'a pas d'autre choix que de se rendre. Ces prochaines semaines, le parallèle entre les conflits ukrainiens et syriens pourrait prendre un autre visage. Selon des officiels américains, des combattants syriens pourraient être engagés aux côtés des Russes dans les combats. Et c'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec votre toute nouvelle série Suite Magnolia. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.